Bonjour et bienvenue sur la version illustrée du cours que vous pouvez retrouver en version écrite sur Pronote, sur Pearltrees et sur le site habituel. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans le thème 3 d'Histoire, française et française dans une république repensée. Nous avons précédemment étudié la refondation de la République. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 2, la 5e République de la République gaullienne à l'alternance et à la cohabitation, ainsi que le chapitre 3, Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980, nouveaux enjeux sociaux et culturels, réponse politique. La problématique qui va nous occuper ici est la suivante. Comment les institutions et les pratiques politiques se transforment-elles et transforment-elles la société française sous la Ve République? Dans un premier temps, nous allons donc voir ce qu'est la Ve République. Et en premier lieu, nous allons voir que la Ve République est avant tout une république gaullienne. Et que cette Ve République ne voit le jour que grâce au retour du général de Gaulle. Rappelez-vous, fondée en 1946, la 4ème République souffre de profondes divisions politiques qui sont source d'instabilité gouvernementale. Les gouvernements sont souvent renversés par l'Assemblée nationale. De plus, elle a du mal à faire face à la décolonisation et particulièrement à la guerre d'Algérie. Le 13 mai 1958, un nouveau président du Conseil, favorable à des négociations sur l'indépendance, doit être investi par l'Assemblée. À Alger, les Français d'Algérie refusent toute négociation, se soulèvent et forment un comité de salut public qui réclame le retour au pouvoir du général de Gaulle. Face à ces crises, de Gaulle se porte candidat à la présidence du Conseil. Le 1er juin 1958, il est investi par les députés avec les pleins pouvoirs pour résoudre la crise algérienne, mais aussi pour rédiger une nouvelle constitution afin de créer un gouvernement plus stable. De Gaulle va donc installer la Ve République. Il confie la rédaction de la Constitution à un proche, Michel Debré, et à une équipe de hauts fonctionnaires. Adoptée par référendum le 28 septembre 1958, elle donne naissance à la Ve République. La Constitution donne naissance à un régime parlementaire, puisque l'Assemblée nationale, élue par les citoyens, contrôle l'action du gouvernement et peut le renverser. L'Assemblée partage le pouvoir législatif avec le Sénat. Mais le pouvoir exécutif est très renforcé. Le président de la République voit ses pouvoirs accrus, parmi lesquels ceux de dissolution de l'Assemblée nationale et de consultation du pays par référendum. Il partage le pouvoir exécutif avec le gouvernement dirigé par un Premier ministre qu'il nomme et qui détermine et conduit la politique du pays. Il s'appuie pour cela, à l'Assemblée, sur une majorité stable de députés élus au scrutin majoritaire uninominal. C'est donc un régime semi-présidentiel, où le pouvoir exécutif est partagé entre le président et le Premier ministre. En 1962, pour renforcer l'autorité du président, De Gaulle propose aux Français qu'il soit élu au suffrage universel direct. La réforme est approuvée par référendum. De Gaulle change radicalement le rôle du président de la République et va se retrouver face aux Français entre 1962 et 1969. Il cherche à maintenir un lien direct avec les Français. Bains de foule, allocutions télévisées, conférences de presse, fréquents référendums. En 1965 a lieu la première élection du président de la République au suffrage universel direct. À la suffrage générale, De Gaulle est en ballottage. Il n'a pas la majorité absolue pour être élu au premier tour. Il n'est élu qu'au deuxième tour face à François Mitterrand. En 1968, des manifestations étudiantes et de grandes grèves paralysent le pays. De Gaulle rétablit l'ordre, mais il se sent désavoué et sort affaibli de cette contestation. En 1969, les Français ayant rejeté par référendum une réforme des institutions qu'il leur proposait, ils démissionnent. Dans cette seconde sous-partie, nous allons donc voir la République après De Gaulle. Et nous allons nous intéresser aux successeurs de De Gaulle entre 1969 et 1981. En 1969, Georges Pompidou, ancien Premier ministre du général de Gaulle, est élu président de la République. Il maintient les institutions et les pratiques politiques mises en place par De Gaulle, mais meurt en cours de mandat. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing, chef de file de la droite non-gaulliste, succède à Pompidou. Il cherche à mieux répondre aux aspirations de la jeunesse et abaisse le droit de vote de 21 ans à 18 ans. Les présidents Pompidou et Giscard sont soutenus par une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Ils nomment donc le Premier ministre de leur choix et orientent sa politique. Plutôt une politique de droite, donc. Mais en 1981 va avoir lieu l'alternance.
Dans l'opposition depuis 1958, François Mitterrand a fondé un nouveau parti socialiste. Il parvient à rassembler la gauche autour d'un programme commun de gouvernement. Le 10 mai 1981, il est élu au second tour face au président sortant Valéry Giscard d'Estaing. Pour la première fois depuis le début de la Ve République, la gauche arrive au pouvoir. C'est ce qu'on appelle l'alternance, succession au pouvoir de présidents de tendances politiques opposées. François Mitterrand dissout l'Assemblée nationale et les élections législatives de juin 1981 sont un triomphe pour les socialistes qui remportent la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. De 1981 à 1983, le gouvernement peut alors engager des réformes de grande ampleur. Nationalisation, réformes sociales, telles que la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congés payés, ou encore l'abolition de la peine de mort. François Mitterrand, qui avait été très critique vis-à-vis de la Ve République et des pouvoirs importants du président, ne modifie cependant pas la Constitution. Sauf qu'en 1986, la droite va remporter les élections législatives. Et la Ve République est alors confrontée à une situation inédite. L'Assemblée nationale, qui est de droite, est majoritairement d'une famille politique différente de celle du président, qui est de gauche. François Mitterrand nomme alors le gaulliste Jacques Chirac comme Premier ministre. Les institutions s'adaptent alors à cette première cohabitation. Le président conserve le pouvoir dans le domaine de la défense et de la politique étrangère, mais il n'intervient plus dans les choix politiques du gouvernement. Jacques Chirac prend alors des mesures de droite, privatisation, suppression de l'impôt sur la fortune. Pourtant, Mitterrand est réélu président en 1988 face à Jacques Chirac, puis Jacques Chirac va lui succéder en 1995. Durant chaque septennat, les mandats présidentiels étaient alors de 7 ans, on assiste à une période de cohabitation qui voit s'opposer le président et son Premier ministre. Sous Jacques Chirac, en 2000, la durée du mandat présidentiel est réduite à 5 ans pour permettre aux citoyens de renouveler plus fréquemment leur choix. C'est ce qu'on appelle le quinquennat. Il s'agit de limiter le risque de cohabitation en simultané les élections législatives, qui ont lieu aussi tous les 5 ans, et présidentielles. Après avoir vu la Ve République d'un point de vue politique, nous allons voir la Ve République d'un point de vue économique et social. Et on va donc s'intéresser à la société française des années 1960 aux années 1980. Et nous allons tout d'abord nous intéresser à ce qu'on appelle la France du baby-boom. Cette France du baby-boom qui témoigne d'une croissance démographique inédite. Entamée pendant la guerre, la croissance démographique s'accélère. La forte natalité traduit l'optimisme en l'avenir et s'accompagne d'un net recul de la mortalité, notamment infantile. De 1945 jusqu'à la fin des années 60, une femme a en moyenne 2,5 enfants contre 1,5 avant la guerre. On parle de baby-boom. Mais à partir de 1965, la baisse de la fécondité et l'augmentation de l'espérance de vie entraînent un vieillissement de la population française. Dans le même temps, on va assister à une hausse de l'immigration. Durant les 30 Glorieuses, 1945-1974, l'État et les entreprises encouragent l'arrivée des travailleurs immigrés. Les immigrés viennent d'Espagne, du Portugal et de plus en plus du Maghreb. Peu qualifiés, ils travaillent surtout dans l'industrie, notamment automobile, et dans le bâtiment. Ils logent d'abord dans des bidonvilles, puis s'installent en nombre dans les grands ensembles de banlieues, qu'on appelle les cités, qui ont été abandonnés peu à peu par les employés. En 1974, avec la récession et la montée du chômage, l'État décide de fermer les frontières à l'immigration. Il aide les immigrés à retourner dans leur pays d'origine. En 1976, un décret autorise néanmoins le regroupement familial par mesure d'humanité. Donc c'est l'autorisation pour un immigré de faire venir son conjoint et ses enfants de moins de 16 ans. Donc du point de vue économique, on va voir la période qui va des 30 Glorieuses jusqu'à ce qu'on appelle la dépression économique. De 1945 à 1974, la France connaît une période de prospérité marquée par une forte croissance économique, autour de 5% par an, et de plein emploi, ce qu'on va appeler donc les 30 Glorieuses. L'augmentation du niveau de vie permet aux Français de s'équiper en biens de consommation, réfrigérateurs, machines à laver le linge, aspirateurs. L'usage de l'automobile se généralise, c'est le développement de la société de consommation. Avec la baisse du temps de travail, on part davantage en vacances et les résidences secondaires se multiplient. On assiste dans le même temps aux mutations de la population active. Après la guerre, la population active augmente et se transforme. Le nombre de paysans diminue rapidement du fait de la diffusion des machines agricoles. Les ouvriers sont de plus en plus nombreux jusqu'aux années 1960, puis diminuent du fait de la crise industrielle et de la robotisation. De plus en plus de gens, en particulier les femmes, travaillent dans les bureaux.
En revanche, le travail dans les services augmente régulièrement. Les salariés bénéficient d'une légalisation de plus en plus favorable. Allongement des congés payés, baisse du temps de travail hebdomadaire. L'exode rural est très fort et l'urbanisation s'accélère. On passe entre 1954 et 1980 de 55% à 80% de gens vivant en ville. Des grands ensembles ou cités sont construits dans les banlieues. Après 1970, des citadins s'installent dans des lotissements pavillonnaires proches des villes. C'est la périurbanisation que l'on a déjà vue dans un chapitre de géographie cette année. Malheureusement, cette période d'essor économique va laisser place à une dépression économique dès les années 70. À partir de 1974, avec la récession, le chômage connaît une très forte progression. Il frappe davantage les jeunes sans expérience, les femmes, les ouvriers sans qualification, en particulier les immigrés. Vers 1980, le chômage de longue durée fait son apparition, et avec lui une nouvelle pauvreté. Le nombre de personnes sans ressources, ainsi que sans domicile fixe, augmente. Dans les grands ensembles où le chômage est considérable, les jeunes sont à l'origine de flambées de violence à partir de 1985. Les personnes pauvres reçoivent quelques aides sociales et survivent aussi grâce à l'aide d'associations comme les Restos du Cœur. En 1988, l'État a créé le RMI, Revenu minimum d'insertion, qui assure à toute personne un revenu minimal. Durant toutes ces années, on peut observer une société française qui se retrouve en mouvement. Et le premier de ces mouvements, c'est les contestations de la jeunesse. À partir des années 1960, la jeunesse développe une culture jeune avec ses propres codes, musique, vêtements, langage. La génération du baby-boom est la première à accéder massivement aux études supérieures. Confrontée à un modèle familial fondé sur l'autorité du père, hostile au pouvoir gaulliste, cette jeunesse réclame plus de liberté et descend dans la rue en mai et juin 1968. En réponse, la loi leur accorde le droit de vote et la majorité civile à 18 ans en 1974. D'autres mesures tiennent compte de leur aspiration, mixité obligatoire des établissements scolaires en 1975 par exemple. Dans le même temps, on assiste à des combats pour les droits des femmes. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler ou à chercher un travail à un niveau de qualification de plus en plus élevé. À partir de la fin des années 1960, les féministes revendiquent l'égalité avec les hommes et aussi le droit de disposer librement de leur corps. Ça, c'est la naissance du mouvement de libération des femmes en 1970. Les femmes obtiennent des droits nouveaux. Émancipation à l'égard des maris, autorité parentale conjointe, la contraception est légalisée en 1967 et l'avortement est autorisé sous certaines conditions par la loi Veil de 1975. La famille change aussi avec l'augmentation des divorces, qui sont aussi plus faciles à obtenir. Autorisation du divorce par consentement mutuel en 1975. La pratique de l'union libre commence à progresser, c'est-à-dire la vie de couple sans être marié. Cette vidéo est maintenant terminée, vous pouvez désormais recopier le cours qui se trouve sur Pronote, Pearl Trees et le site habituel. À bientôt.